Eh bien, beaucoup de personnes se sont étonnées de voir qu'à 15 ans, j'étais dans la résistance. On a cru que j'avais le goût de l'aventure, que je voulais me montrer peut-être devant les Allemands. Mais lorsque vous avez eu quelque chose comme 8 ou 9 membres de votre famille qui ont été tués en 14-18, j'avais pas envie de recevoir les Allemands avec un bouquet de fleurs, sinon une grenade dedans, hein. Je vais bien vous le dire, Mhm. parce que j'ai vu mon père souffrir toute sa vie, gazé de la guerre 14, mourir à 3 mois avant sa retraite. Sa photo est là, vous voyez, là juste à votre droite. Et ma mère est ici. Et vous voyez, là c'est un cousin à mon père qui a été tué à Héliopolis, aux Dardanelles, dans l'Union de Jack, parce que nous avons été une famille de déportés de bonheur. C'est-à-dire qu'en 70, on était parmi les communards, nous sommes d'authentiques Parisiens, et on a failli être fusillés par les Versaillais, c'est-à-dire les tiers, et ils ont été déportés, ils ne se sont pas arrêtés en Nouvelle-Calédonie, ils ont été jusqu'en Australie. Alors vous pensez que tout ça, Et donc, vous, au début de la guerre, en j'avais 39, vous avez 13 ans. 13 ans, c'est ça. Je suis né en 27, donc en 39, 40, j'avais 13 ans. Et très vite, Ah vous ben, cherchez à vous orienter vers la résistance ou... il y a une Comment est-ce chose que... aussi qui m'a choqué. Mon père avait une voiture Villard, puisqu'il était contremaître dans cette fabrique de voitures. On avait une voiture Villard, une 500 kilos à peu près. On avait emmené un tas de bardes là-dessus, on était à 4. Et on s'est retrouvés, après des périples, différents périples, on s'est retrouvés dans les Deux-Sèvres, entre Niort et Parthenay, exactement à la chapelle Saint-Laurent, dans une ferme. Et là, je ne l'ai pas dit à mon père parce que je crois que mon père serait mis en colère et ça aurait fait du grabuge. J'ai vu un lieutenant français avec 5 ou 6 soldats français faire un feu sous un appentis là où on met les machines agricoles. Ils ont tous jeté leur livret militaire dans le feu. Ils se sont déshabillés, mis en civil et ils se sont carapatés. Et moi, je les ai vus jeter leurs fusils et puis leurs armes dans la mare de la ferme. Et un soir, comme un gamin qui peut toujours faire des tours, je me suis fait un crochet au bout d'une corde, puis j'ai remonté un fusil. Mais où le cacher? C'était un mousqueton de cavalerie, hein, il était pas long, un berthier. Comme la voiture de mon père, c'était un châssis avec un double fond en planche, je l'ai glissé là-dessous. Et ça a été mon premier acte de résistance. Après, en rentrant avec des camarades d'école, un qui a été fusillé à 12 heures avant la libération, dans le marais de Coudin, Marcel Vagnodet, de Clairoy. On a commencé à ramasser des armes et à cacher des armes en forêt de Compiègne. Mais ramasser des armes, est-ce que ça veut dire qu'à cette époque, les gens avaient des armes chez eux Non, c'était fréquemment? des armes qui avaient été jetées par les, Pas par les soldats en en reculant, déroute? quoi. Oui, oui. Comment est-ce que vous êtes passé de cette résistance individuelle, inorganisée mais instinctive, Oui, je vois votre question. à une résistance plus institutionnelle? Comment est-ce que vous êtes Parce entré? que j'avais un voisin qui a été décapité malheureusement parce qu'elle était arrêtée dans la même affaire, Robert Hérode, avec son frère Christian Hérode, ont été exécutés tous les deux, condamnés à mort bien entendu. Et ils ont eu vent que des gars de Marny-les-Compiègnes euh, ramassaient des armes en forêt. Et alors, ils m'ont promis de me faire rentrer chez eux si je leur donnais les armes. Je n'ai pas hésité un seul instant parce que j'ai dit, c'est pas moi tout seul qui va se servir d'une Oui, mitrailleuse ou oui. bien tout ce qu'on veut. Donc autant que ça soit donné à la résistance. Voilà comment je suis rentré dans la résistance. Mais de prime abord, c'est pas moi qui ai cherché à rentrer dans la résistance. J'étais absorbé par la résistance du fait que j'avais des quantités d'armes. Le réseau Hector dans lequel vous vous étiez engagé, Mhm. est un réseau très actif Ah oui, sur la oui, région, oui. a été victime d'une Ah dénonciation oui. qui, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, a euh, décapité totalement et dans des La tête temps du réseau. records la tête du réseau. Oui.
Et donc, vous avez su que cette dénonciation était l'œuvre de quelqu'un qui était à un moment donné entré chez vous, qui avait été pendant 3 mois un résistant modèle, avant Exact. de vous trahir. Voilà. Et ça se passait en 1942, cette dénonciation? Fin, fin février 42. Donc c'est pour ça que ça. Ceux de Paris avaient été arrêtés aux environs du 11 février. Vous voyez. Alors le temps d'arranger son histoire pour arriver sur Compiègne, donc le 25, 26, Mm. 27 février, et ensuite au 3 mars, il nous a vendu parce que j'ai l'impression qu'il sentait déjà que pour lui, ça sentait un peu le moisi, hein. Il était temps. D'ailleurs, il nous a vendu d'une façon rapide parce que s'il lui avait mis un peu plus de tact, il aurait ramassé certainement beaucoup plus de monde. Et vous avez été, vous, arrêté donc sur Chez mes Compiègne, parents, dans cette avenue-là, mais à Margny, là au 93. et donc emmené à la prison de Compiègne. Emmené, non, pas à la prison de Compiègne, place de l'hôpital à Compiègne. Il y a une maison qui est la maison de l'enfance maintenant, qui appartenait à un docteur, et l'Abwehr était là. Nous avons été arrêtés par l'Abwehr, hein, pas la Gestapo. Oui. Le dossier après, en Allemagne, a été passé à la Gestapo. Mais là, à l'Abwehr, nous étions tous réunis, et à midi pile, s'est amené un car, et on a eu tous un ange gardien. Il n'y avait plus de place assise, je me souviendrai toujours. Dans le fond du car, il y a un Allemand qui a mis son fusil en travers les deux sièges. Et de Compiègne jusqu'à Fresnes, j'étais les fesses sur un fusil 36, un fusil modèle 36, un fusil français. Et puis de là, bon, à Fresnes, on est passé par les souterrains. Et à la 3e division, je me suis retrouvé donc à la cellule 294. Et c'est là où vous avez vécu vraiment des jours Ah, terribles. là, je voudrais pas. Je sais que la souffrance est tout à fait personnelle, mais j'ai eu des choses invraisemblables. Une fois à la promenade, je me suis mis à cueillir du trèfle. Et j'ai mis ça dans ma gamelle, soi-disant de soupe, parce que je vous signale que la première gamelle, elle a été dans les WC. Dedans, il y avait une araignée et puis une larve de doryphore. Alors, sortant de manger correctement, comme on mangeait à peu près à cette époque-là, j'ai tout balancé, mais le lendemain, j'aurais bien voulu la retrouver, hein. Euh, on n'a pas un estomac de ruminant, hein. J'avais mis ça dans mon espèce de soupe. Alors, ma mère m'avait envoyé un savon gypse pour les dents, comme on avait dans le temps, à cette époque-là. Je l'ai mangé. J'ai mangé un mouchoir. J'ai affûté le dos de ma cuillère, du manche de ma cuillère, sur le ciment, de façon à couper. Et j'ai cueilli, qu'à de le dire, des morceaux de bois sur le dossier de ma chaise que j'ai mâché. Parce que c'est ce que j'expliquais à mon dentiste. À une époque, à Fresnes, j'avais les dents qui bougeaient comme des touches de piano. De ne plus rien mâcher, de ne plus rien avoir à manger. Alors je me suis amusé à mâcher du bois. Et ça m'a musclé et redurci les gencives. Quand vous pensez que ma mère, je lui ai réclamé, parce que j'avais remarqué que les Allemands, on nous apportait le linge, les familles apportaient le linge une fois par semaine. Ah, vous aviez contact donc quand même avec votre famille. Oui, mais contact par valise, hein, Oui, c'est par tout, valise. on ne les voyait pas, hein. Alors, j'avais remarqué que l'Allemand, quand il reprenait mes affaires sales, il regardait l'épaule, le col, les manches de poignée de chemise, mais les chaussettes, tout ça, il n'y touchait pas, hein. Alors, j'avais glissé un message dans les chaussettes. Malheureusement, comme ma mère me l'a expliqué après la guerre, elle a lavé les chaussettes sans faire attention qu'il y avait le message. Mais la deuxième fois, elle l'a trouvé. Alors je réclamais des pommes de terre cuites, des tomates, n'importe quoi, ce qu'elle pouvait me donner. Et à chaque fois, on me donnait que des dattes ou un peu de bananes sèches ou des trucs comme ça. C'est la seule chose qui avait le droit de passer. Alors j'aime mieux vous dire que pour user un noyau de date, en le mâchant ou en le suçant, il faut y mettre de la volonté. Parce que, bon, il y a eu des dons des Quakers qui venaient de Suisse. Et ce grand adjudant allemand là, qui avait la moustache comme Hitler, un gueulard fini, me jetait, peut-être une ou deux fois dans les 6 mois,
une plaque de 125 grammes de chocolat sur la paillasse. Puis je me faisais engueuler encore par-dessus le marché. Alors j'essayais de la cacher, vous savez, et puis d'en manger un morceau, de me balader, parce que je me souviens, vous savez, les kilomètres que j'ai pu faire entre la porte et la fenêtre. J'entends encore les bruits de mes pas. Ça faisait bom 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 bom. Demi-tour, bom 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 bom. Toujours comme ça, pendant 6 mois. Vous étiez tout Pas seul de dans votre lecture, cellule. toujours dans la cellule. Alors, et j'ai resté comme ça 19 mois, au secret. Parce que j'étais pire qu'un terroriste ou je sais pas quoi, un assassin, traité comme tel. Et ça a été l'empire de la méditation. J'ai fini par me raconter des histoires pour ne pas perdre l'usage de la parole parce que je ne voyais que la gueule de mon gardien et ma cellule, et mes murs de cellule. D'ailleurs, à Sarrebruck, il y a des gens qui sont devenus fous, hein. Ils se sont jetés la tête la première sous la fenêtre, là, dans le mur, et puis ils se sont fracassés ou ils se sont pendus. Il y a eu des choses comme ça. Alors, pour vous continuer cette déportation, euh, je me suis dit, quand les Allemands m'ont embarqué pour l'Allemagne, j'ai dit, bon, ils vont me donner du travail, je vais peut-être être un peu plus... C'était à quel moment votre départ pour l'Allemagne? Alors, le 18 septembre de la gare de l'Est, 42. en 42, je me suis retrouvé, donc ça faisait 6 mois et quelques jours de Fresnes. Je me suis retrouvé à Trèves 4 jours. Ensuite, Sarrebruck, où j'ai resté 14 mois jusqu'au moment du jugement. Et ça, je tiens à le signaler pour faire voir des fois comment la hargne peut vous gagner quand vous êtes pieds et poings liés devant un ennemi. Le tribunal qui s'appelait le Volksgerichtshof de Berlin, le tribunal du peuple, siégeait à Sarrebruck. Il y a eu un bombardement à Sarrebruck le 5 octobre. Une partie du palais de justice a été détruite. Ils nous ont jugés dans un autre endroit. Donc le 18. Et avant et après le 18, hein, parce que le procès a duré, tout le monde n'est pas passé en même temps. Alors le tribunal était composé, je me souviens, en partant de la gauche, d'un général de la Luftwaffe, d'un corps-suraire habillé en kaki avec les bandes rouges, représentant des SA et SS, un général de division qui faisait fonction de président, un juge professionnel qui l'assistait, un amiral de la Kriegsmarine et le procureur. On est tous passés, moi, lorsqu'il m'a appelé. Vous n'aviez pas de défense, évidemment. Si, on m'avait. Alors, il faut que je vous le raconte au passage, ça. On m'a donné un avocat allemand, Egon Reinert. Je me souviendrai toujours, il y avait une cellule spéciale, il y avait une porte là, et une porte ici, et une grande table qui séparait, avec des sièges par là, et puis un banc par ici. On fait rentrer par ici, au garde à vous, bien entendu. Rentre le fameux Egon Reinert. Sa serviette à la main et de canne. Faut dire que j'étais culotté. Je m'adresse à lui avant même qu'il me dise bonjour. Je lui dis « Souvenir de Russie ?» Il m'a pas répondu. Il a posé sa serviette sur la table et m'a tendu la main. Je suis resté toujours au garde à vous. Il s'est dit « j'ai droit à une forte tête là. » Il dit « il faudrait me raconter tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez fait. » Je me suis dit en moi-même « mais oui mon coco, je vais te raconter tout ça et puis tu vas aller porter ça à la Gestapo. Hein. » Alors, il me dit, en me regardant bien dans les yeux, il me dit, vous savez que vous risquez la peine de mort? Hop, le parti à rire. Mais j'ai dit, monsieur, c'est une forme de libération. J'ai après tout ce que je viens de passer, vous figurez que on peut tenir encore à la vie avec tout ce que vous faites dans la peau des gars qui sont détenus là-dedans. Il a fait. Alors là, il a pu insister, il a fait demi-tour, il est parti. Et le jour du jugement, il est passé devant moi, il fait also ou salette. Il avait l'air de dire, hein, c'est un drôle de bonhomme, toi. Alors, pour revenir au jugement, le président, par l'intermédiaire de l'interprète, commence à me passer la pommade dans le dos en me disant vous étiez jeune, vous aviez le goût de l'aventure, mais maintenant, après 19 mois, vous devez avoir compris, qu'est-ce que vous feriez? Je les ai regardés les uns après les autres dans les yeux. J'ai dit, monsieur, au bout de 19 mois, j'ai compris ce que sont les Allemands. Je recommencerai, mais plus intelligemment. Marqueplatz m'a fait retourner à ma place. J'en avais marre. Je voyais que les copains allaient être condamnés à mort.
Et ça se sent, vous savez, dans un hémicycle de tribunal, quand la mort flotte là, qu'on voit des Allemands qui n'ont des espèces de sanguinaires qui ne pensent qu'à massacrer les gens, pensant que ça va leur donner le titre d'Arien supérieur. Hein. Ça, ça me gonflait ce truc-là. Comme j'ai déjà dit, ma plus belle parole que je peux trouver quand je peux expliquer ma résistance, c'est que je voulais effacer le vert de gris qu'il y avait sur le beau soleil de France. Ça, ça me tenait, ça. Bande de salopards. Regardez comme il est beau celui-là. Vous l'avez pas filmé? C'est un hitlérien, ça, avec la tête de mort. Si bien quand je suis retourné à ma place, il y a même des copains qui m'ont dit t'es pas cinglé, il t'aurait peut-être libéré. Mais ils m'auraient pas libéré, hein, parce que j'étais condamné tout de même à 10 ans de réclusion. Hein. Il y a eu des condamnations à mort, 9 condamnations à mort. Je parle sur Compiègne, hein, parce qu'au total, il y en avait 22 avec Paris. Mais sur Compiègne, il y en a eu 9, d'autres aux Urtaos, c'est-à-dire aux travaux forcés, et moi à la prison. Alors, j'ai donc été condamné en octobre 42, 43, pardon. Oui, 43. Oui. 43. Et on me met en transport le 7 novembre de la même année, c'est-à-dire 43. Alors là, Saarbrück, Frankenthal. Frankenthal, Würzburg, où je suis resté 3 ou 4 jours, où j'ai retrouvé l'abbé Armand Vallée, un vicaire de Notre-Dame qui faisait partie du réseau, où j'ai retrouvé Robert Toustou, le chapelier de Compiègne qui était mon compagnon de chaîne. Barillier, Clément Barillier, un ancien jockey de Maison Lafitte. Enfin, différents déportés. Et là, les Allemands ont commencé à me faire descendre dans la cour. Il a fallu que je casse du bois. Bon, bah, c'est une corvée comme une autre. De là, Würzburg, Hof, Plauen. Plauen, là, je quitte mes camarades de chaîne. J'étais enchaîné avec Robert Toustou, et à côté de lui, il était enchaîné avec Pierre Bourson, un imprimeur de Compiègne, tous les trois de la même affaire. L'Allemand vient me désenchaîner, et je me souviens de la réflexion de Robert Toustou, qui s'est tourné vers Bourson, et lui a dit « on ne reverra plus le gosse ». Mais il ne savait pas que c'était moi qui ne les reverrais pas. Ils ont été dirigés vers Oranienburg, ils sont morts là-bas. Alors à Plauen, il y avait un Allemand qui m'attendait sur le quai. Alors là, ça a été une photo que je pourrais imaginer entre 1800 et 1900. Il y avait un cheval avec une voiture cellulaire qui m'attendait à la porte de la gare. Alors le chemin pavé, vous voyez, tout ce qu'il fallait. Le chariot à grande roue, le cheval. Et puis alors, l'intérieur de la calèche, si je puis dire, c'était une cage avec une porte, on m'a mis là-dedans. Et de chaque côté de la porte d'entrée, il y avait des sièges pour les gardiens. Et cas un cas, on est parti à la prison de Plauen. Alors, je suis arrivé là-dedans, il y avait des cellules qui étaient ouvertes, des gens qui étaient en train de crever et tout, des Russes surtout. Ça sentait mauvais et tout ci s'ensuit. J'ai dit si je reste là-dedans, ma peau il va y rester. Hein. Non, je suis resté 4 jours. On me remet en transport. Plauen, Dresde, Chemnitz, Bautzen. Alors Bautzen, là, ça a été mon lieu, pour ainsi dire, de détention. J'avais le numéro... alors j'étais certainement dans un deuxième bâtiment parce que ça portait le nom de B2. Alors Bautzen 2, j'avais le numéro 108 et en dessous, sur la plaque, il y avait NN60. À cette époque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Plus tard, j'ai su que c'était Nachtundnebel, c'est-à-dire nuit et brouillard. Hein. Le fameux décret que Hitler et son adjoint, là, je ne me souviens plus de son nom, mais enfin. Himmler? Non. Non, c'était pas Himmler, c'était un général qui était connu. Même un maréchal, je crois. Ils avaient décrété qu'au mois de décembre 40,
je ne sais plus si c'est 41 ou 42, que les gens devaient disparaître comme un caillou dans la mer. Et c'est donc ces fameux Nacht und Nebel, là, les nuits et brouillards. Keitel, maréchal Keitel. Ils avaient pondu ça avec Hitler. Bon, je me retrouve là, recellule, toujours tout seul. Pardon, vous êtes donc resté plus d'un an là-bas. Alors, Ah oui, c'est-à-dire je suis resté de fin décembre 43. 43 jusqu'au 10 ou 11 février 45. Est-ce que vous aviez des informations? Parce que vous aviez un Mais sort. lui, c'est tellement. Un jour est venu avec le Zeitung, puis il y avait une petite photo avec un dessin, c'était la presqu'île du Cotentin. Puis il me dit, malheur, la guerre, il y a 200 000 Allemands qui sont encerclés là. Moi, toujours agressif, c'est bien fait, les voisins d'y aller. Alors, je pensais qu'il tournait son air, on partait avec le journal sous le bras. La fois d'après, il me disait que c'était le traité de Versailles. Alors, j'ai expliqué que Hitler s'était essuyé le derrière avec le traité de Versailles, hein, que ça avait coûté cher. Bon. Après, c'était contre les Juifs. Alors, j'ai dit ça, je ne veux pas en entendre parler, moi, vos histoires d'Ariens et puis de Juifs, c'était pas mon domaine, hein, c'était pas mon histoire. Comme les gens qui ont cru que je faisais de la politique à 15 ans, je pense pas. Hein, c'était hors de question, mon père n'en avait jamais fait, moi, j'en ai pas fait non plus. Et donc, je me suis retrouvé face à une sacrée situation. On a failli être sous le bombardement de Dresde, où il y a eu 135 000 morts en 20 minutes. Nous étions en gare de triage. Le mécanicien et le chauffeur de la locomotive décrochent le train pour aller faire de l'eau et du charbon. Mais en même temps, il y a des mosquitos qui arrivent et qui lâchent des fusées parachutes. Il faisait clair comme en plein jour. Est-ce que la frousse a pris au chauffeur et au mécanicien? Ils ont raccroché le train et nous sommes partis. Et j'entendais les bombardements parce que les gros au-dessus, hein, après, quand les mosquitos sont passés, on les entendait, un bruit infernal. Alors là, ça a été terrible le retour parce que dans les wagons à bestiaux, nous étions, je ne sais pas, 60 ou 70. Il y avait un petit étudiant hollandais qui n'arrêtait pas d'appeler sa mère. Il y avait une espèce de cubole au milieu du wagon. Il y avait un gars de Chartres qui avait une diarrhée tuberculeuse. Il était perché là-dessus à longueur de jour et de la nuit. Moi, j'ai failli me faire massacrer parce que dans une gare, le train s'est arrêté. Les Boches ont ouvert les portes pour voir s'il n'y avait pas des Maccabées à sortir ou quelque chose comme ça. Et moi qui avais le dos près de la porte, comme les gens, ça faisait 4 ou 5 jours qu'on était là-dedans, hein, sans boire ni manger, il y avait des gars qui piquaient un genre de crise épileptiforme par la déshydratation, hein, et manque de nourriture. Je leur mettais même des bouts de bois dans les dents pour pas qu'ils se mordent la langue. Et puis il se la retournait, il s'étouffait. Hein. Alors j'ai dit aux gars, passez-moi des gamelles à petits pois. On avait des gamelles qui étaient des boîtes de petits pois d'1 kilo. Et la porte étant ouverte, je vois des soldats allemands qui lavaient leurs gamelles à un robinet, là, juste à côté. Oh, j'ai pas hésité, j'ai ouvert la porte, je suis descendu, puis j'ai été mettre les gamelles. Même s'il tombait de la raclure des gamelles d'Allemands, on n'en avait rien, c'était de l'eau pour les plus malades, quoi. Je passe les gamelles d'eau, j'ai reçu une raclée de fois, coup de crosse et tout ce qui s'ensuit. Les gars m'ont attrapé, soi-disant, parce qu'après je m'en souviens pas. Attrapé par les poignets, ils m'ont fait remonter dans le comment, où est-ce qu'on dans vous le wagon. où se dirigeait ce train là au départ de Alors, Dresde? on revenait, je vais vous le dire, le périple qu'on a fait, de Dresde, on est remonté sur Leipzig. Là, ils nous ont descendus, on a été à la prison de police. De la prison de police, ils nous ont menés à la prison. Il y a eu un bombardement, et puis la cellule que j'avais, moi, elle était presque adossée aux cuisines. Il y a eu une bombe qui est tombée sur les cuisines, ça fait un bruit, parce que les gamelles, les tournées ondulées, tout ça. Quand ça explose, ça fait du bruit. Mais quand tout ça, ça redescend, ça fait du bruit aussi. On était dans une poussière et il y avait eu des bombes au phosphore qui avaient été lâchées. Il y a eu des gars qui ont été brûlés. Et moi, à cette époque-là, j'avais une plaque de gourme sur la tête, des furoncles aux cuisses. J'en avais là. Par la malnutrition, j'avais du staphylocoque.
Et les Toubibs ne me l'ont pas dit tout de suite, mais bien après que je suis rentré, ils m'ont dit de rester 3 semaines à vivre, hein, parce que dans l'état où t'étais pas beau. Et j'ai même un petit copain à côté de moi, Pierre Millet, qui est décédé ce jour-là, enfin cette nuit-là. C'est un petit gars d'Orléans. Il n'avait jamais voulu travailler, ils l'ont littéralement laissé crever, ils n'ont pas donné à manger, quoi. Alors dans les débuts, on se partageait bien un petit peu, mais à la fin, on n'en avait même plus assez pour soi. Alors, et il est mort là, il s'est éteint, quoi. Alors de Leipzig, ils nous ont remis dans des wagons. On est reparti sur Erfurt, Weimar, la gare de Buchenwald. Les SS étaient sur le quai, ils ont engueulé les Boches qui étaient sur le train, qui ne pouvaient pas nous recevoir parce que le camp de Buchenwald était plein. Alors, le train recontinue. On a passé en gare de Meiningen et ils nous ont descendus. Là, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu une crainte. Ils ont fait tous descendre presque en race campagne. Si les mitrailleuses elles se mettent en route, hein, on est bon pour la romaine. On est descendu à Untermasfeld, en plein Thuringen, hein, à 120 km de Buchenwald. Disons à 120 km sud-ouest de Buchenwald. Voilà. Et là, ils nous ont descendu des. Et là, j'ai pris encore un coup sur la tranche, c'est le cas de le dire. Avec Jean Zis, un petit copain de Sedan qui est mort depuis, malheureusement. Les Allemands nous ont fait rester en arrière. Et il a fallu qu'on prenne la poignée de leur cantine. Alors, moi, j'avais un espèce de baluchon qu'il m'avait donné, je le pose sur la cantine, puis je me baisse pour prendre la poignée, mais à son idée que j'allais pas assez vite, le Boche me fout un coup de crosse sur l'épaule, il me casse la clavicule. Et me pique l'omoplate, c'est un fusil 36, vous savez, avec la baïonnette rentrante là. Il me pique l'omoplate pour me faire avancer, pas pour me transpercer, parce qu'il aurait pu me tuer comme il voulait, hein. Alors je suis avancé, mais sans me plaindre, parce qu'un os, ça casse comme un manche à balai, hein. Vous le sentez si vraiment ça rentre dans la chair, mais quand c'est cassé, c'est cassé. Et arrivé dans Untermasfeld, mon copain de Soissons, là, Raymond Vanier, je lui explique que j'avais pris le coup de baïonnette, que j'avais la clavicule cassée. Alors, il m'a arraché un pan de chemise, il a fait un espèce de branchement parce que ça se feintait, quoi, le sang coulait certainement. Et il m'a glissé entre la chemise et puis, ça m'a maintenu la plaie. Parce que je savais très bien que si je me plaignais et que j'allais au révire, c'était le coup de pétard dans les oreilles, hein. Alors on s'est retrouvés à Untermasfeld et puis nous avons été libérés 10 jours avant Buchenwald, parce qu'il y a eu une poussée de l'armée pattonne, celle qui est passée ici. Le 2 avril, le lundi de Pâques, le 2 avril 1945. Alors l'Américain qui m'a ouvert la porte, c'est un Californien, la crosse de nacre, vous voyez, l'armée pattonne. Alors moitié allemand, moitié quelques mots d'anglais que je savais. Et puis il dit, tu peux me parler en français, hein. Il était journaliste, le gars. Et je me souviens de son nom, parce que la consonance avec le mien, de prénom, ça lui avait plu. Il s'appelait Maurice John Gorshaw, de La Zola en Californie. Et donc moi je m'appelais Maurice Rousselet, ça lui avait... Mais je l'ai vu avec les larmes aux yeux, de voir dans quel état on était. Lorsque nous sommes arrivés à Untermasfeld, on était à peu près 200 dans la cour. Et je vous raconte cette anecdote-là parce que il y a eu des choses affreuses dans la déportation, mais il y a eu des moments où on a été forcé de s'esclaffer. Ça payait pour les Allemands, mais pas pour nous. Je me souviendrai toujours, on était en randonnion, là, comme il se doit, avec les Allemands. 200 Français et toute nationalité. Oui, ouais, oui, il y avait tout, hein. Et alors, ça mène un Allemand, grosse moustache, rouquine, là, vous savez, le képi, heureusement que les oreilles les a arrêtées, les jambes un peu arquées, il avait dû faire de la cavalerie ou j'en sais rien. Alors, le directeur s'amène, le manteau de cuir, les besicles d'acier, vous savez, et le chapeau, comme on représente les Allemands en civil. Alors ça, c'était le directeur. Et l'Allemand crie « Hey Hitler !» tant d'hommes dans les rangs. En allemand, bien entendu. Et nous avions parmi nous un titi parisien
qui s'appelait Lucien Bailly, qui habitait rue de l'Aqueduc. Cette rue est à côté de la gare du Nord. Il avait un atelier avec 10 ouvrières qui avaient des machines à coudre. Et c'est lui qui a fait les dessus de selle El Bailly sur les vélos Solex. Vous voyez, puis les sacoches de moto, les sacoches de tout ce que vous voudrez. Alors, le Lulu Bailly se met à gueuler. Oh, comme ça, de la merde dans l'escalier. Je pensais que tout le monde s'est marré. Hein. Quand le Bosch, il avait le bras comme ça tendu. Mais la distribution, elle était belle aussi. Hein. Tout le monde a pris un coup de gommi sur la poigne, sur la couette, quoi. Et puis. Et l'endroit où vous étiez, c'était donc une sorte d'usine, d'entrepôt, La citadelle de Thermasfeld. Oui. Oh, mais on n'était pas tout seul là-dedans. Il y avait 300 Français de prisonniers de guerre qui étaient incarcérés là pour des histoires de fesses avec les Allemandes. Bon, le Lulu Bailly, comme je vous dis, il avait une voix de stentor pour faire voir aux Américains, parce que les Américains ont fait un bond de 65 km ce jour-là. Et s'est mis à hurler quand on a entendu le canon américain et puis les coups de mitrailleuse et tout s'ensuit. S'est mis à hurler la Marseillaise, repris par 300 Français. Vous voyez ce que ça peut donner dans la citadelle, ça avertit les Américains, il y avait des Français là. Ils n'ont pas canardé la citadelle. Et le fameux lieutenant américain, il m'a dit, on n'est pas sûr de rester parce que s'il y a une contre-attaque allemande, on pourrait reculer. 40 par GMC, hein, debout. Les paquets, tout ça, devant, derrière la cabine. Et les 40 hommes debout comme ça. Alors, direction Meiningen, Fulda, Francfort, Mayence. Mayence, on nous a déposés sur le quai, en randonnion. Et là, c'était des maquisards avec des yeux comme ça qui nous gardaient le doigt sur la gâchette. Hein, parce que s'il y avait quelqu'un qui avait fait le couillon là-dedans, je crois qu'il avait la giclée. Hein. On sentait que c'était des gars qui sortaient du baroud. Hein. On nous a remis dans des wagons à bestiaux, mais là, les portes ouvertes. Hein, et puis à la quantité qu'on pouvait. Et je me souviendrai toujours, on a passé le Rhin sur des pilasses avec des grands ferries et puis des traverses avec... Et à un moment, ça sentait la bouse de vache ou la merde, je sais pas quoi, j'ai entendu hurler les Français, c'est la France, ça sent bon la merde. Et puis on est arrivé donc de l'autre côté du pont de Kiel et direction Thionville, le centre de rapatriement de Thionville. Là, c'est encore une anecdote qu'il faut que je vous raconte parce que ça, c'est typiquement français et typiquement militaire aussi. Alors, on passe à la désinfection, le coup de DDT dans les manches, un coup dans la ceinture du pantalon, et ensuite, devant un capitaine qui avait une petite table dans une pièce, tout seul, une chaise est assis, je passe, papier d'identité. Ça peut vous faire sourire, hein. Alors, j'ai dit, écoutez, mon capitaine, faudra demander aux Allemands, hein, je vais vous donner mon nom, mon adresse, vous ferez une enquête pour savoir si je suis français ou quoi. Hein. Mais moi, des papiers d'identité, on m'a dépouillé, j'ai juste la peau sur les os, hein, vous voyez. C'est ça comme identité. Bon, allez, au suivant. Puis voilà comment ça s'est passé. Alors, à la Croix-Rouge, on nous a donné un colis de Croix-Rouge avec des cigarettes, des boîtes de sardines, tout ce que vous voudrez. Le lendemain, alors là, dans des wagons de 3e classe, encore les vieux wagons avec les poignées en laiton, là, vous voyez, la glace qui se baissait dans la portière. Et puis Raymond Voyer, il me dit, tu vas crever, il dit, essaie de manger un peu. J'avais pas pu manger. Fait qu'il m'ouvre une boîte de sardines. Oh, les premières, je passais pas. Hein. Alors, il y avait des braves filles qui étaient là avec des plateaux, puis une sangle, avec du café au lait, des tartines de pain beurré en gare de Reims. Moi, j'avais la tête toute coincée près de la portière, puis ça sortait. Puis les copains étaient au-dessus à prendre de ce qu'on leur donnait. Et Raymond Vanier est descendu, il dit, j'ai retrouvé un copain qui va me reconduire à Soissons. Et moi, j'ai continué jusqu'à la gare de l'Est avec Jean Zisque. Jean Zisque aurait pu descendre aussi pour aller à Sedan. Mais dans une glace de poche, derrière la glace, entre la monture et la glace, il y avait une lettre d'un petit copain qui est mort de la tuberculose qui s'appelait Petit et qui demeurait à Choisy-le-Roi. Il avait juré à Petit, avant de mourir, qu'il porterait la lettre à sa mère. Malheureusement, sa mère était décédée, il l'a donnée à sa sœur. Et après, il est rentré donc à Sedan, il est décédé peu de temps après.
Et moi donc, à l'hôtel Lutetia, je suis reçu par une bonne sœur. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez, mon petit, qu'on fasse pour vous? J'ai écouté ma sœur, je voudrais bien prendre une douche. Elle me dit, allez-y, descendez, il y a les douches en bas. Alors j'ai commencé à me déshabiller, puis il y avait un couple de personnes âgées qui étaient gardiens des douches. D'ailleurs. Je me retourne, ils pleuraient. Et de me voir dans quel état j'étais. Enfin, je me suis réveillé, j'étais touché mes 30 francs de retour, puis je tombe sur une petite Belge qui pleurait. Je me souviens de son nom, Rita Dantine de Liège. Je dis, pourquoi tu pleures? Oh, elle me dit, je suis belge, on n'a pas voulu me donner les 30 francs. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, on est d'anciens déportés. Hein. Je dis, moi, j'en ai pas besoin d'autant pour retourner chez moi. Je dis, on coupe le poids en deux. Je dis, tiens, avec 1500 francs, tu rentreras chez toi. Et puis, on était assis sur un banc dans le palier qui était là. Et je me souviendrai toujours, il y a un commandant français qui est venu vers nous, qui nous a dit, arrêtez de discuter, il est l'heure d'aller vous coucher, il est temps. Vous voyez pas dans quel état de fatigue que vous êtes, vous discuterez demain. Je dis à mon commandant, on me donne une chambre, je me déshabille, je me mets dans le lit, j'ai éjecté aussi sec. Je ne me voyais plus dans le lit, tellement que c'était mou. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, monsieur, j'ai dormi sur la descente de lit. Habitué à la dure, j'ai dormi sur la descente de lit. Oui, alors si bien que je me suis pointé à la gare du Nord, on m'a emmené en taxi à la gare du Nord. J'ai commencé par distribuer mes paquets de troupes parce que je fumais pas. Les Allemands avaient plutôt envie de me passer le goût du tabac. J'ai commencé à distribuer mes paquets de troupes aux employés de la SNCF. Et puis c'est amené un homme en civil. Je me souviens de son nom, M. Fresquin, qui était d'Anguin, et qui était un éminent personnage de la gare du Nord, certainement, qui m'a dit, mon petit, où c'est que tu veux aller? Ben, j'ai à Compiègne. Oh, il dit, tu pourras plus pas. Regarde, il dit, le Torah, il vient de partir. Il dit, il n'y en a pas un avant ce soir. Il y en a deux par jour. Mais il dit, tu viens à la maison? Il dit, je vais t'héberger, on partira demain matin. Il dit, t'as quelqu'un pour prévenir tes parents? Bah, j'ai écouté à côté de chez mes parents, il y a un inspecteur de chemin de fer qui s'appelle Monsieur Blanc. Il dit, tu connais Monsieur Blanc? Oh, bah, il dit, je le connais bien, c'est un inspecteur du chemin de fer. Et puis patati patala, il a téléphoné chez les Bleus, ils ont prévenu mes parents. Mais j'avais écrit une lettre. Étant au Termasfeld, il y avait des prisonniers de guerre qui ont été les premiers à être rapatriés, même par avion. Hein. Alors, il y avait un petit gars d'Autrèche, je me souviens plus de son nom, donc dans l'Oise. Oh, je dis, je vais faire une lettre à mes parents, tu vas les prévenir. Je dis, je te donne l'adresse, j'ai pas d'enveloppe ni de timbre. Je dis, je te rembourse. Il dit, laisse tomber, ça va bien. Il dit, c'est pour prévenir tes parents. Et mes parents étaient prévenus avec une lettre que j'ai pu leur envoyer avant. Donc ils ont su que j'étais vivant. Mais ils ont été tout étonnés que le 28 avril, que je sois déjà arrivé à Paris. Alors le retour, tout le monde était sur le quai à Compiègne. J'ai entendu dans le monde qui était là, Maurice, on te remercie de ne pas avoir parlé. Je dis, les gars, j'en tire ni gloire ni honneur. Je dis, parce qu'on ne m'a pas questionné dans ce sens-là. Je dis, je ne serais peut-être pas là si on m'avait questionné dans ce sens-là. Et puis, dans la gare de Compiègne, il y a un employé de gare qui m'a tendu une chaise. Je me suis assis, puis alors, il y a eu un défilé devant moi. Les gens me demandaient si j'avais connu un tel. Et puis, mes parents, je me souviendrai toujours, j'entendais ma mère qui était derrière moi, à côté de mon père. Elle dit, si ça continue, ils vont me le tuer. Ils vont me le finir, ils vont me le tuer. Et alors, ils m'ont embarqué, là, soi-disant que j'étais pris bras dessous avec mes parents. Mais quand j'ai vu ma mère sur le quai, les bras en l'air. Mon fils. Et j'ai pensé à tous mes copains qui ne reviendraient pas. Terrible. Au bout de quelques mois, vous avez repris un travail et Ah, j'ai été 15 mois sans travailler. 15 mois à vous retaper physiquement. Ah oui, oui. Mais c'est infernal. Je vous dirais que les copains me cherchaient à me sortir parce que je restais enfermé.
Vous J'avais subissiez pas de cellule de crise pour me retaper, moi. Hein. Oui. Comme beaucoup de déportés d'ailleurs. Maintenant, quand je vois qu'il y a un coup dur, tout de suite on fonce avec une cellule de crise pour soutenir les gens. Moi, je me suis soutenu tout seul. Mais ma mère devait me donner des maillots américains, des maillots d'hiver que je mettais sous la chemise pour me gonfler un peu, parce que sinon, j'étais, comme disait mon copain, on est gras comme des filets de vinaigre. Hein.